bonjour, bonjour et bonsoir, suivant les pays dans lesquels vous tenez. Nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous, dans notre cuisine en Provence. Noémie. Et Noémie, c'est bon? All good, Roland. So please do continue. Ok, no problème. Et donc, je disais, nous sommes très heureux de vous recevoir chez nous, Claudine et moi, dans notre cuisine en Provence. Soyez les bienvenus. Vous voyez notre terre du ciel, lorsque l'être humain s'est sédentarisé, il est devenu éleveur avec la priorité de protéger et assurer sa subsistance. Cette époque est marquée par l'installation dans des lieux non hostiles et l'implantation dans des endroits protégés en domestiquant de petits mammifères adaptés au lieu où ils se trouvaient. Nous passons à l'influence migratoire. L'influence migratoire, c'est le patrimoine fromager qui n'est pas seulement la propriété de la France. Les influences migratoires ont joué un rôle fondamental dans le développement de la diversité fromagère. Avant Jésus-Christ, à l'Est, les Mongols, ils font connaître le lait fermenté au cours de leur invasion. Via le sud, les Sarrasins sont remontés en France jusque dans les pays de la Loire et nous ont amenés d'Afrique les chèvres pour subsister. Et bien entendu, les Romains ont eu une influence extraordinaire sur l'Europe entière. L'Empire romain, jusqu'au IVe siècle, ce sont les légions romaines qui ont ensuite envahi tout le bassin méditerranéen en amenant la civilisation, l'ordre, l'hygiène et bien souvent, il faut le reconnaître, la prospérité, mais aussi la culture et le savoir-faire. Le premier a formulé clairement les différentes étapes nécessaires à la fabrication du fromage est le romain Columelle, en 660 avant Jésus-Christ, dans son traité d'agronomie. Il y précise également l'importance du sel dans la fabrication, participant à son séchage et à sa conservation. À cette époque, le fromage faisait déjà partie de la ration quotidienne des légionnaires romains. César lui-même aurait succombé au charme d'un bleu dégusté à Saint-Affrique, à quelques kilomètres de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron, dans la région Midi-Pyrénées. Les guerres et les conflits armés ont donc encouragé la découverte de techniques de conservation de la nourriture. Le sel, la terre ou encore la cendre sont d'ailleurs devenus les premiers conservateurs de fromage, mais également de la charcuterie, des jambons. Ces influences migratoires dans le climat et dans la préservation ont-elles aussi été influencées par les dimensions climatiques et géologiques provoquant la diversité fromagère héritée aujourd'hui. La France se caractérise par une grande diversité climatique. C'est sur un si petit territoire, cela donne géologiquement et climatiquement des terroirs fondamentalement différents et il est très intéressant de le voir pour le vin maintenant. Claudine? Alors, la présentation des terroirs viticoles de France, je dirais que le vin en France est comme le thé pour les Anglais. C'est un patrimoine culturel, une composante de l'art de vivre à la française.
Les terroirs viticoles sont avant tout des paysages géologiques et climatiques. Le choix des cépages, l'interaction humaine sont des clés de la maîtrise de la qualité du vin. Les 3/4 du territoire français sont propices à la culture de la vigne. La façade ouest, bordée par l'océan Atlantique avec des climats plutôt tempérés, humides, nous trouverons le célèbre vignoble bordelais, la région de Cognac et ses alcools forts, la vallée de la Loire, qui subit aussi l'influence océanique mais continentale. Plus à l'est, vous trouverez le vignoble de l'Alsace, de la Champagne, de la Bourgogne, avec une forte influence continentale, où les saisons y sont plus marquées. Le sud, marqué par des étés chauds, les hivers plus doux. On y trouvera les rosés de l'été, les rouges capiteux, souvent à base de grenache, des massifs montagneux avec des hivers froids, des étés chauds, dans le Jura avec son célèbre vin jaune, la Savoie. L'adaptation des cépages et la technique donnent des vins très différents, des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés, des vins à bulles. Tout cela fait le charme de la France et ses tables reconnues dans le monde entier. Maintenant, nous allons présenter la recette. Eh bien, nous allons passer au roquefort. Le roquefort que l'on trouve évidemment, on le voit sur cette carte, c'est ce que l'on appelle la pointe extrême sud du massif central qui nous a donné ce fromage absolument extraordinaire que nous voudrions aujourd'hui maintenant vous présenter avec tout simplement une petite recette qui est la recette du roquefort AOP, et le roquefort AOP qui est je pense que Noémie peut traduire que le roquefort AOP est le premier fromage au monde à avoir reçu une appellation d'origine protégée. Je vais même dire que c'est le premier aliment français, bien avant les vins, qui a reçu la première AOC, appellation d'origine contrôlée, par la Convention de La Haye en 1925. C'est un fromage de famille, c'est un fromage bleu au lait de brebis d'une seule race de bête que l'on appelle la Lacaune. On y voit ici, là sur la photo, non seulement le village de Roquefort, mais en dessous, là où les brebis viennent s'abreuver, c'est ce que l'on appelle une lavogne, parce que dès qu'il y a la possibilité d'avoir un trou d'eau, un point d'eau, eh bien, on s'empresse de créer avec des pierres du Larzac, on s'empresse de créer une mare qui est totalement hermétique, de telle façon à ce que les brebis aient de l'eau le plus souvent, le plus longtemps possible. Alors, place, si Noémie le veut bien, au direct, nous allons revenir en scène pour vous présenter une petite recette avec le roquefort AOP, et c'est pourquoi, si c'est possible, je demande l'image. Et voilà. Rebonjour à tous. Nous sommes en direct avec vous depuis notre cuisine en Provence. Alors, je vais demander à Claudine de nous exécuter cette petite recette. Voilà, un roquefort papillon, qui est une célébrité dans le monde du roquefort, par sa finesse, la douceur de sa pâte, mais aussi sa typicité qui fait ressortir toutes les effluves de ce grand fromage au lait de brebis. Nous avons décidé aujourd'hui que le roquefort papillon allait être traité d'une façon très simple. Regardez, il est persillé jusqu'au talon, c'est-à-dire qu'il est vraiment bleu jusqu'au talon. Alors, Claudine est en train de disposer sur cette planche, elle va le montrer à la caméra comme cela. Voilà, ce sont des tranches de betteraves, toutes simples, des betteraves rouges, voilà, que l'on a coupées assez finement pour pouvoir déposer dessus une fine tranche de roquefort coupée en pointe. Comme est en train de le faire Claudine,
Voilà, vous voyez, vous prenez votre tranche de roquefort et vous faites des triangles. Vous disposez votre roquefort sur cette jolie tranche de betterave rouge. Le betterave rouge va vous apporter légèrement le sucre de ce légume particulièrement croquant, savoureux et à la fois fondant. C'est un légume qu'on trouve partout, betterave rouge roquefort. Je suis sûr que c'est intéressant et que cela va susciter votre curiosité. On ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, Claudine va prendre une petite goutte de miel toute fleur et auparavant, elle va déposer sur un peu de miel et auparavant, on a pris soin de faire cuire, Claudine montre à la caméra, on a pris soin de faire cuire de la betterave juste ébouillantée et pour avoir une betterave cuite sur un support de betterave crue. Et on dispose joliment, voilà, comme ceci, un petit dé de betterave cuite. Puis, je vous parlais du miel, et bien maintenant, le miel, le voilà, ce miel toute fleur, vraiment qui est un miel qui sent bon la forêt, qui sent bon les sous-bois, et on va le disposer pour apporter ce qui va donner en Angleterre, en Grande-Bretagne et de par le monde, on adore ce qu'on appelle le sweet, le mélange un tout petit peu de ce sucré très aromatique, naturel, avec simplement un légume, la betterave et un grand fromage, le Roquefort AOP Papillon. Pour finir, on va mettre un petit pic, comme ceci, pour faire des petites bouchées gourmandes. Et pour finir, si vous le voulez bien, nous allons quoi, Claudine, déposer dessus un tout petit, mais alors un tout petit peu, vraiment très très léger, de piment, un tout petit peu de piment, un petit nuage de piment rouge et de paprika très exactement. Claudine le reprend à juste titre, c'est du paprika. Et voilà. Pour donner une saveur encore un petit peu des îles. Voilà, pour donner du peps, comme on dit chez nous, du peps. Maintenant, dégustez notre recette, je le répète, de la betterave rouge crue, du Roquefort Papillon, de la betterave cuite juste comme ça, à l'eau, toute simple, un petit filet de miel toute fleur et pour finir, un peu de peps avec du paprika, un petit pic et c'est bon appétit. Claudine, tu nous avais préparé un peu quelque chose, un peu de vin pour aller avec ça. Exactement. Alors, je vous propose pour cet accord, qui est plutôt un accord pour l'apéritif, c'est un accord des opposés. Le Roquefort est le plus vieux fromage de l'histoire française. L'hydromel est la boisson qui est connue depuis la nuit des temps. Elle est certainement apparue de façon naturelle dans la forêt, au pied d'un arbre, un essaim d'abeilles sauvages. Quelques gouttes de miel sont tombées sur le sol, mêlées à l'eau de pluie. Réchauffé par le soleil, le sirop s'est naturellement transformé en nectar délicieux. Voilà l'hydromel. L'accord, qui est un accord des opposés entre l'acidité du Roquefort et la douceur du breuvage hydromel. Vous trouverez l'acidité du fromage bleu qui sera adouci par le sucre. Les ingrédients de la recette sont très marqués par des notes telluriques de la betterave, rendra un accent de fantaisie. Le paprika, légèrement piquant, donnera le peps final à la dégustation. Cet accord est un de mes favoris. Les boissons historiques sont parfois oubliées. C'est l'histoire qui est au cœur de cette dégustation. Chin chin. Chin, cheers. Maintenant, si vous le voulez bien. Cheers, voila. Cheers. Just tell us the name of the dish. Do you have a name for the beetroot and the Roquefort dish and for the name of the drink so that we can put that in the chat? The name is hydromel. Hydromel.
Nous avons la bouteille là. Voilà. Et maintenant, voilà, on voit la bouteille d'hydromel. J'espère que vous la voyez, que vous m'entendez. Je ne peux pas te répondre quand il y a la vidéo. Il faut que tu continues. Allô, allô? Okay, Roland, I think you are ready to start again. Next slide, Naomi. Okay, next. Thank you. Et Okay. maintenant, next, un moment, voilà. Je voulais maintenant, We have I need to unmute Naomi. End. Allez-y, Roland. oui, merci Noémie. Je voulais vous parler maintenant d'une autre région de France. Cette autre région, c'est les Pyrénées, et c'est là où on trouve des grands fromages à grosse forme durant les périodes estivales, comme un grand fromage que l'on appelle l'esquirou, un osso irati AOP, au pur lait de brebis de Manac, et bien entendu qui est disponible en pleine au printemps. So here we're going towards another region of France. As you can see, we're going to the Pyrenees in the southwest of France, very known for being a shepherd's region where the sheep milk is available mainly in the summer from the mountains, and where we produce large cheeses such as the Osso Irati Esquirou, that is going to be the next cheese to be presented. Merci. Et donc, il faut bien savoir que pour subsister en période de grand froid hivernal, les méthodes de salaison permettent également de favoriser la conservation. Et Noémie, si vous voulez bien, nous allons maintenant lancer un superbe vidéo. Yes, we need to understand that in this region, as we mentioned at the beginning, the mountain region, which have very cold winter, we need to make cheese that will have a long lasting, and that's where the specific method of salting the cheese will have a huge impact on making this product available all year round. And now we're going to have a look on a little video that has been made about this Esquirou Osso Irati cheese. In southwest France, this is Basque country, with welcoming faces and breathtaking landscapes. Cécile, shepherdess, tends to 350 ewes. She is one amongst 300 milk producers in a 50 miles radius to deliver exceptional milk to craft the Esquirou. The milk from Manac et Basco Bernese ewes are known for their purity and delicate flavor notes. Here, the people make a remarkably tasty cheese. You can always tell an Esquirou cheese by the ram's head, inlaid beautifully on each perfect rind of the wheel. This small Osso Irati is a PDO cheese following ancestral traditions and strict rules to allow a seal of quality, perfection, and its appellation. It takes over 6 months to deepen the flavor and qualities of an Esquirou. Rubbed and cellar-aged, time enhances the taste and makes it unforgettable. We can say that Esquirou is a marvel. For this reason, it's been named the best cheese in the world. Eh bien, quelle belle promenade au Pays Basque. Si vous voulez, maintenant, nous allons continuer. Nous allons changer de région pour monter dans la Loire-Vallée et ces fameux crottins et fromages de chèvre.
Quand tu veux, Noémie. Quand vous voulez. Nous voilà donc au pays des chèvres en Poitou et en Touraine. L'herbe se fait rare en été. On y élève des chèvres depuis les invasions sarrasines du VIe siècle. La coagulation lente du lait de chèvre donne lieu à la découverte de la méthode de coagulation lactique qui elle-même donne origine aux petits piécés de chèvre très populaires en France, comme le crottin, le valençais ou encore le Pouligny-Saint-Pierre. Au Moyen Âge, on observe le développement de l'ensemble de la paysannerie française constituée de villages, de paysans et de fermes. Jusqu'au XIIe siècle, la transmission des recettes et spécialités fromagères se fait de village en village essentiellement par la voie orale, de génération en génération. Les fermières, pour assurer leurs revenus et tirer un maximum de leur production laitière, mettent au point de nouvelles petites variétés de fromages. C'est ainsi que naît en 1267 à Déservillers, dans le Doubs, en Franche-Comté, la première coopérative française. C'est le début d'une tradition française qui veut que le fromage reste presque exclusivement une affaire de femmes. Les recettes et les savoir-faire se transmettent de mère en fille et se perfectionnant peu à peu. Quelques secrets de fabrication restent cachés dans les monastères qui poursuivent la production. Nombre de leurs recettes, telles le maroilles, le master ou le pont-l'évêque, existent encore. Le maroilles est d'ailleurs parmi les premiers fromages à recevoir le nom de sa région vers 962 en Picardie. C'est l'évêque de Cambrai qui incite les moines de Thiérache à prolonger l'affinage de leur fromage. Le maroilles est né. Au XIIe siècle, on assiste à la naissance des premières congrégations monastiques. L'abbaye de Cîteaux fut le premier ordre monastique, l'ordre cistercien a égrené des centaines d'abbayes à travers l'Europe. Ils ont contribué à la grande amélioration des savoir-faire techniques et fromagers, viticoles, donnant naissance à de nombreux fromages monastiques. C'est une communauté religieuse du XVe siècle qui a commencé à fabriquer les poisses en Bourgogne, la transformation lactique, le séchage, l'affinage long ou encore le lavage avec un alcool, notamment le marc de Bourgogne, sont autant de pratiques découvertes par les moines qui ont construit l'identité de ce produit. Alors, si vous voulez bien, nous allons passer, avant la recette, aux explications de Claudine, qui va nous dire un petit peu avec quoi nous allons marier effectivement cette époisse. Alors, je vous propose un petit accord. C'est un jeu subtil. Nous allons revenir à l'écran, je pense. Alors, je vais chercher une petite recette. Voilà. Claudine est partie chercher les ingrédients de la petite recette. Elle arrive. Oh là 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 là. Voilà. Mais avant que l'on vous fasse découvrir comment on va accommoder les poisses de Bourgogne de chez Berthaud,
une des merveilles des AOP françaises, fromage à croûte lavée. Place à Claudine qui va nous parler de son mariage avec quel vin? Alors, ce que je vous propose, c'est quelque chose qui tomberait sous le sens. Il s'agit là d'un mariage bourguignon, évidemment. Les poisses et la star du vignoble bourguignon, qui est simplement le pinot noir. Ici, je vais vous proposer un accord qui est un jeu subtil avec des spécialités locales. Le pain d'épices dijonnais, qui est lui aussi élaboré à base de miel, et un petit peu de confiture de cassis, quelques pommes, et je vais chercher le vin à la cave. Elle a une cave, faut pas croire, c'est une merveille. Mais avant de lui faire sortir une bouteille, ben, je vais vous dire, il faut la mériter. C'est pas vrai. Alors aujourd'hui, je vous propose un pinot noir du domaine Bouchard, Aîné et Fils à Beaune. C'est une maison qui existe depuis 1750. Elle fait figure d'exception. Elle est présente sur le sol bourguignon depuis 2 siècles. Le pain d'épices dijonnais offre une douce caresse au fromage à croûte lavée. Ici, le vin, porté par les épices qui lui transféreront rondeur et complexité, la baie de cassis fera écho à la typicité du cépage. L'accord résonnera à l'unisson du palais voluptueux des pinots noirs racés de Bourgogne. Cheers. Alors, maintenant, on voit que lamballe. le vin est porté par les épices qui lui transféreront chaleur et complexité. Pour vous faire déguster comme il se doit notre époisse de Bourgogne-Berthaud, eh bien, nous avons prévu de vous faire encore une recette, ce que j'appelle, n'est-ce pas Noémie, une recette tirée du placard, toute simple. Alors, une tranche de pomme, voilà, une belle tranche de pomme, comme ceci, bien. Et puis ensuite, nous allons porter les poisses avec tout simplement d'abord un petit peu de gelée pour qu'on va déposer sur la tranche de pomme. Alors c'est de la gelée de cassis, bien sûr, Bourgogne, fromage, vin et cassis. Le fameux cassis, la fameuse moutarde aussi de Dijon. Tout ça, c'est les trésors de la Bourgogne. On aurait pu tout aussi bien trouver des recettes aussi avec... Alors, on va creuser les poisses comme ceci. Donc, ce fromage crémeux. Je tourne et j'obtiens une petite boule comme ceci, Voilà. que je dépose délicatement au centre de ma pomme. Voilà, je l'installe. Je recommence l'opération. On voit qu'il faut être généreux parce que c'est une bouchée à partager, c'est une bouchée de convivialité. C'est donc un pairing qui va nous appeler encore une fois avec du croquant. Toujours je cherche le croquant dans mes recettes, du croquant, du fondant, une petite pointe de sucre et sans masquer absolument pas la saveur lactique de notre fromage avec tous ces arômes qui fleurent bon de ce fromage lavé avec du marc de Bourgogne qui lui vaut évidemment toute sa renommée. Et puis dessus, comme vous le voyez, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va déposer délicatement du pain d'épices émietté, tout simplement, émietté, comme dit Claudine, tout à fait. Et voilà. Regardez, la bouchée gourmande, pomme golden ou pomme
du pays, surtout pas trop acide, mais beaucoup plus une pomme qui a de la rondeur, qui va laisser exprimer les saveurs fromagères de notre époisse de Bourgogne-Berthaud, avec le mariage du pain d'épices, la gelée de cassis, bref, un bonheur. Et comme on dit en Bourgogne, bon appétit et large soif. On passe à la suivante. Et c'est une autre époque. Cette époque, Noémie va nous la montrer dès qu'elle le voudra, dès qu'elle le pourra. Elle va nous le montrer en images. Nous allons changer d'époque, puisque maintenant, passons à la modernité, passons au XXe siècle. Que s'est-il passé au fil de ces, nous l'avons vu, 20 siècles de l'histoire de France, pour partir de la grande époque des migrations, des flux migratoires, pour arriver à ce XXe siècle, la modernisation par un homme qui s'appelle Monsieur Pasteur et qui va nous apporter la pasteurisation. La pasteurisation, eh bien, c'est un nouveau tournant majeur qui apparaît au XXe siècle. Elle est la découverte à partir de 1857, comme je le disais, par Louis Pasteur, chimiste et biologiste, qui découvre que des micro-organismes provoquent la fermentation de certains aliments, et notamment le lait, et démontre par ses études l'influence de la chaleur sur la destruction plus ou moins complète des bactéries pathogènes. Elle engendre la naissance de coopératives laitières pour la centralisation de la collecte du lait, une conservation prolongée et en plus grande quantité, évidemment. C'est une révolution du monde fromager. C'est une révolution qui va prendre son essor et se diversifier pour entrer dans une nouvelle ère, celle de l'industrie fromagère qui progresse très rapidement. Le XXe siècle donne lieu à la possibilité de créer des innovations fromagères, dont l'une des plus connues, qui traverse les dizaines d'années après les dizaines d'années, toujours avec autant de succès, un petit fromage à la forme unique que M. Jean-Noël Bonrin a appelé Caprice des dieux. Pour le Caprice des dieux, nous avons prévu de vous présenter une recette. Une recette et un accord, évidemment, qui va nous emmener à voyager. Cette recette et cet accord, eh bien, il est comme avec ce fromage, Caprice des dieux, novateur. Nous avons souhaité rester à l'unisson avec ce fromage qui, pour beaucoup, est le fromage de chaque instant. C'est le fromage roi qui est descendu de son plateau. C'est vraiment le fromage qui est passé d'une façon tout à fait naturelle de sa position à la française vers l'entrée, à toute heure, le casse-croûte, etc. Et aussi le faire glisser vers ce qu'on appelle le fromage dessert, en faire une gourmandise. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ce petit fromage a la faculté d'être transporté dans un sac à dos pour aller faire une randonnée, a la faculté de satisfaire un petit encas, comme cela, une bouchée de gourmandise fromagère. Il peut accompagner aussi, en toute simplicité, on rentre du travail un peu fatigué, et bien voilà, un fruit
un morceau de fromage et un bon verre de vin, c'est sans histoire, on y va et on se fait plaisir. Nous, on a voulu vous présenter, un peu comme ce fromage, un truc rigolo. Alors, Noémie est là pour nous accompagner et je la en remercie chaudement. Donc, on va couper notre caprice des dieux en deux dans le sens, c'est un mini petit caprice, hein, mais on peut le faire avec n'importe lequel. Donc, on coupe ça en deux dans le sens horizontal. On en fait une tranche. Voilà. Claudine va vous montrer cela. Maintenant, on a choisi de prendre un pancake. Le pancake va aller merveilleusement pour l'accommoder. Un pancake anglais. Un pancake anglais, ben oui, évidemment. Made in England. Made in England, notre pancake. Et puis, aussi, on a pris une tranche d'ananas. Voilà, oui. Ça, je suis sûr que vous êtes un tout petit peu étonnés, tout au moins je l'espère. Alors, pancake, une tranche d'ananas. Claudine, on va montrer ce que ça donne déjà. Voilà. Regardez, voilà, on vous montre. C'est sympathique. Évidemment, après, on pourra le partager. C'est de la convivialité. C'est pas pour être en solitaire. Le caprice des dieux, comme la publicité le dit, c'est un caprice à deux. Eh bien, allons-y, faisons un caprice tous les deux. On dépose gentiment le demi-caprice sur la tranche d'ananas, comme ceci. Et là, regardez, Claudine, elle va vous montrer bien elle va inciser le dessus du fromage. En fait, elle va faire, Noémie, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais une petite rigole, comme une petite goulotte. Pourquoi faire? Ben, vous allez voir. Donc, dans cette petite goulotte, on va mettre, voilà, avec deux fromages, je pense que ça va être bien. Voilà, comme ça, tout simplement. OK, on va mettre quoi? Eh bien, on va mettre de la marmelade. Et la marmelade, elle ne peut être qu'anglaise. Alors, marmelade, voilà, un petit filet de marmelade. Là, on va déjà montrer ce que ça donne, comme ceci. Regardez, mes amis. Le vol pour faire une fois. Claudine va voler. Regardez, je m'approche de vous. Voilà. J'espère que vous voyez bien. La première recette qui est là, notre roquefort avec la betterave, je vous le rappelle, un petit filet de miel, le paprika. La deuxième recette avec la tranche de pomme golden, les poisses de Bourgogne Berthaud et le pain d'épices avec la gelée de cassis. Et là, pancake, tranche d'ananas, demi-caprice des dieux, filet de orange marmalade et maintenant, on ne pouvait pas s'en passer, évidemment, quelques petites amandes comme ça, des petites amandes Des petites amandes effilées. Des petites amandes effilées, voilà. Légèrement torréfiées. Légèrement torréfiées. Et pour finir, parce que c'est ça l'innovation, et c'est ça, regarde, on va montrer la bouteille. C'est toi qui vas le... Ah, Quelques petits goûts. ne me dites pas, vous ne connaissez pas. Hein? Worcester sauce, fabuleux. Alors, très très peu, parce que c'est un condiment, et il faut l'utiliser comme un condiment. On l'utilise souvent pour un jus de tomate avec du sel de céleri. Là, nous, on l'utilise comme un véritable condiment pour donner encore une fois un petit peu de peps, un petit peu de rondeur, un petit peu de dynamisme à notre caprice des dieux revisité. Le voilà, le merveilleux, caprice des dieux, pancake, tranche d'ananas, amande émondée, marmelade d'orange et la petite goutte de Worcester sauce. Claudine, que nous as-tu réservé pour aller avec, pour boire, pour déguster, pour se régaler?
Alors là, je vous fais un petit accord un peu inattendu. C'est un petit peu comme une devinette. Le caprice des dieux est un vin à bulles, léger et inattendu. Je vous propose un petit voyage près de chez vous, dans le sud de l'Angleterre. Voyez-vous de quoi il s'agit? Un grand vin effervescent. Vous ne voyez toujours pas? Cette région réunit toutes les conditions climatiques et géologiques. Le sol crayeux, idéal pour élaborer des effervescents de qualité. L'accord que je vous propose vous fera toucher les étoiles, côtoyer le ciel avec le caprice des dieux et le vin de Sa Majesté, la reine Élisabeth II de Vigneroy. Son domaine Great Windsor Park Wine est le parking le plus collector de la Terre. Entre terre et ciel, nous allons déguster le paradis. Sur un pancake léger, aussi léger qu'un nuage, un éclair de marmelade d'orange. La poésie s'installe. Votre bouche, au contact des fines bulles, s'enrichit de notes croquantes d'amandes grillées, rafraîchies par l'ananas, qui complète la diversité aromatique du vin royal. C'est l'apothéose. Merci, messieurs, dames. Que c'est joliment dit. Elle nous a mis l'eau à la bouche. Alors, Noémie, merci. Nous allons simplement dire que nous aurions rêvé de pouvoir lever notre verre à la santé de tous nos amis britanniques et de par le monde, bien sûr, mais nous avons une pensée un peu spéciale pour nos amis britanniques aujourd'hui, puisque je crois savoir qu'en fin de semaine, il va y avoir du football encore et qu'il n'y aurait-il pas une finale qui se manifesterait bientôt. Bref, le football, c'est roi, mais nous n'avons pas trouvé et pu avoir ici la bouteille de vin pétillant de la reine. Alors, j'ai trouvé autre chose. Figurez-vous que c'est le champagne cordon meum, cordon rouge. Et si vous voulez bien, c'est une bouteille de champagne que m'a laissé mon papa. Et j'y tiens beaucoup. Parce que ici, il y a un petit médaillon. Je vais m'approcher de la caméra, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà, ici, il y a un petit médaillon. Et ce petit médaillon atteste que ce champagne est le By Harpot Wines, the wine of Queen Elizabeth II. Donc, à la cour de la reine d'Angleterre, nous servons le champagne Meum Cordon Rouge. Et c'est pour ça que je vous ai présenté cette bouteille pour vous remercier et vous dire combien, avec Tracy, nous sommes heureux de vous avoir présenté toute cette diversité fromagère, Claudine et moi, aidés de Noémie pour traduire. Merci beaucoup et bravo. Merci Tracy. Maintenant, je suis disposé à répondre. Noémie? Totally our pleasure. Thank you, Roland and Claudine. I'm going to read some of the comments so Noémie can translate for you, because you've got a lot of fans out there. They are saying, thank you very much. It was very interesting, especially the new pairings. Thank you. Okay. Noémie, nous avons des questions. And then I'd love to visit Roland and Claudine in their kitchen. Love the simple recipes. Hey, okay. We are all coming from England to your house for a party. Il faut amener la lavande. Well, the lavande for you. Wine,
cheese and it's Elle est dans le a season, the leavened. Oh, it's fantastic. No, Amy, I'm going to turn you off and bring you back, I think, which makes it easier. This was a fabulous presentation. Many thanks to you all. And I will be creating all of this with great anticipation and delight. Just brilliant. Merci beaucoup. That's from John. Un grand merci. Tout le monde a beaucoup apprécié ce moment. Merci beaucoup à tous les deux de la part de Tracy et de l'Académie. Now, with all the love, and we do have a question, yes. So from Claire Lewis. On va passer aux questions. Okay. Was it just the monks in the monasteries who did the cheese making, or did the French nuns in the nunneries also make the cheese? Alors, on a une première question qui est-ce que c'était essentiellement les moines qui faisaient les recettes et le fromage, ou est-ce que les nonnes étaient aussi, contribuaient aussi à la fabrication dans les monastères? Effectivement, il y avait principalement les moines, mais des congrégations religieuses, notamment trappistes, ont aussi toujours élaboré des fromages, et notamment dans les pays alpins. Oui, donc ce n'est pas uniquement les hommes, mais les femmes également. So, the monks developed the recipes, but the whole religious congregations were in charge of making the cheese. So, according to Roland, it was not only monks, but also women contributing. Oh, that's good. That's good to hear. Another question, what is Roland and Claudine's personal favorite cheese? Ok, on a une question sur vos préférences. Quels sont vos fromages préférés à tous les deux? On commence par Claudine. No pressure. Pas de pression. Mon fromage préféré, j'en ai plusieurs, bien sûr. On ne peut pas avoir juste un coup de cœur. It's difficult to have only one. Je vais procéder par vraiment mes gros coups de cœur. Ça va être le fromage de chèvre du Mont Ventoux. But I will start with my favorite coup de cœur, special for in my heart. So the first one is the goat cheese from the Mont Ventoux, the famous mountain in the Provence region. Parce que les chèvres vont brouter des herbes très aromatiques et ce sont des fromages très parfumés. Because in this region, goats graze very aromatic flowers, and this gives cheese with lots of perfume and aromas. Et vraiment mon favori, c'est la petite tome du Haut-Gévaudan, qui est un fromage rare fabriqué dans le centre de la France et qui ressemble entre le Cantal et le bleu. Okay, so the other favorite one comes from the center of France. It's called the Tome de Haut-Gévaudan, and it's a kind of mix between the Cantal from the Seine region and the blue cheese, and with the Tome cheese variety, which has this more smooth texture. So it's really unique, and yes, it's another of Claudine's favorites. And someone else has asked, do you like British cheddar, English cheddar? I'm sure you both do, because Roland comes to and judges at many of the competitions. He's at the World Cheese Awards when we're there, and he gets to taste lots of different cheeses internationally. Yeah. On voudrait aussi savoir quel est votre fromage préféré. Et l'autre question, c'est est-ce que vous aimez le cheddar? On suspecte que oui, parce que vous participez évidemment à beaucoup de concours. Mais voilà, la question, c'est est-ce que vous êtes amateur de cheddar anglais?
Alors, merci d'abord de me poser cette question, car elle m'ouvre une porte. Musique. Thanks for this question that's opening another door. Je dois dire que dans ma vie de fromager, il y a eu j'ai des grands moments de vibration, des grands moments de vibration. So I have to say that in my cheese cheese maître fromager life, I have had many big vibration moments and unique moments. Et dans chaque pays où je me rends, il se passe toujours un déclic, il se passe toujours quelque chose. Nous avons la chance d'avoir des amis japonais qui nous écoutent, des amis brésiliens, des amis nord-américains. Partout, j'ai eu des grands coups de cœur. In each country where I go, where I travel, I have a special heart moment and special meetings and special moments. Here we have people from all over the world. I heard that there's people from Japan, from Brazil. In many different countries, I've had the opportunity to travel, and I have had a very special cheese moment. Et en Grande-Bretagne, j'ai deux souvenirs vraiment très précis, un ancien et un plus récent. L'ancien, c'est lorsque j'ai dégusté un cheddar Montgomery. Vraiment là, j'ai eu un grand coup de cœur. Et puis, for the UK, I have two big memories, a old one and a more recent one. The old memories that I have very unique is when I tried the Montgomery cheddar. Et il y a quelques temps, très peu, j'ai dégusté un cheddar de chez Barber de 18 mois, vraiment extrêmement complexe, très complet, très aromatique, vraiment du grand art fromager. And another really unique moment was when I tried what was more recently, a few months ago, when I tried cave-aged cheddar from Barber's of 18 months. I found it very well balanced and very unique flavors, and yes, it was for me a big cheese tasting moment. Okay, so one last question before we head off to our football match. Dernière question avant de passer au foot. Ing, I can't remember, sorry, who was asking it, but well, there's a couple of questions. So one quick one. In France, traditionally with these canapes that you've presented, would you have serve bread with that? Noémie, would you serve crusty bread, or that would be too bulky? You mean to replace anything? No, or? I think the question was as well as. No. As well as. Okay. As well as with the cheese, or with all the. Alongside the recipes today, would you serve bread with it or not? Okay. No. La question c'est, est-ce que en France on rajouterait du pain avec tout ça? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Si je prenais la décision de rajouter du pain, je rajouterais un pain que j'aurais fait toaster, de la baguette toastée, voilà, un pain qui sera légèrement croquant, légèrement grillé. Yeah, so not necessarily. And if I had to add a bread, I would roast it. I would grill it, so that would bring crunchiness, not just bread like that. But most likely that you won't need bread to go alongside. Big pieces of pineapple and pancake and apple and. Yes. Noémie, je voudrais prononcer quelques mots. Est-ce que c'est possible?
Yeah, so Roland will say another few words to conclude. If it's Okay, possible. let me put the interpret. Do you want the interpretation back on, Noémie? Ok, je repasse en interprète. Je voudrais, I want to say thank you so much, Academy of Cheese, for the partner, for this moment, privileged moment. Thank you, Teresa, thank you, Academy of Cheese. It's a fantastic initiative, and I am so happy with you and everything, everybody around the world. Thank you. Also, Noémie, for translate. Sorry for my English is terrible. But we are now, in a few months, we have two meetings very, very important for the cheesemonger, cheesemaker, for healthy. We have the Mondial du Fromage, September, at Tours, Loire-Vallée, and in November, to Oviedo, Spain, the World Cheese Award. Coming, everybody, to the World Cheese Award in November in Spain and in France, please, for the Mondial du Fromage, the fantastic moment with you, everything, every cheesemaker, every cheesemonger. Thank you, Claudine. Thank you, Teresi. Thank you, you too. Yes, well, we have to say thank you to you both, and thank you once again for welcoming us into your kitchen. For my gift of lavender, I can smell it from here. We all need to say, come on, you football boys, England, you can do this. But the cheese has been amazing. We will, for all of those that have attended, thank you. And we will put up, the cheeses are on the website event page anyway, but we will put up the recording with the recipes and some information about the history, which was so interesting. And I'm sure we will see you before the year is out in your kitchen again, hopefully, to continue our cheese education with the amazing Roland and Claudine. Thank you so much. It's been brilliant. Thank you, you too. Bonsoir. Thank you, Noémie. Bye. Thank you. Lots of lovely comments. How nice.